Normalement, d'après la Constitution, ils sont élus par le peuple et pour le peuple. Là, ils sont élus par le peuple pour leur gueule. Le ça suffit, il est partout. J'ai jamais dit que je me présentais à une élection. Je veux représenter les gens. Si on est 800 000, on a du poids. On s'assoit sur les trottoirs et sur les places. On reste jusqu'à ce que ça change. Patrick Sébastien est un des artistes les plus populaires en France et on le reçoit aujourd'hui pour son nouveau livre Même pas peur où il traite des sujets de la mort, de la société et de la politique. Je lui ai demandé son avis sur la situation politique actuelle, lui qui veut lancer un mouvement qui s'appelle Ça suffit. Je lui ai aussi demandé son regard sur l'industrie des médias de manière générale et notamment celle du service public où il a été pendant si longtemps. Et je lui ai demandé aussi son avis sur la montée du Rassemblement national en France. C'était une émission super intéressante où il rentre dans tous les sujets sans détour et c'est tout de suite sur Le Crayon. Être beauf, est-ce que c'est une insulte ? Non, pour moi, non. Ben, ça veut dire quoi, surtout ? Est-ce que les politiques ont peur du peuple ? Ils se moquent du peuple. Est-ce que tu te considères féministe ? Ah oui. Est-ce que les ouvriers ont basculé à l'extrême droite ? Bah oui, forcément, puisque la gauche les a laissés tomber. On prend les Français pour des enfants ? Pour des cons, pas pour des enfants. Le rap est devenu la culture dominante. Une partie de la culture, c'est très bien. J'écoute, il y a des trucs bien, des trucs qui me plaisent pas. J'adore Aya Nakamura. C'est pas facile d'être Patrick Sébastien. Si, c'est facile. Les Français ont perdu leur joie de vivre. Pas tant que ça. Apparemment. Leur soirée, c'est quand même des fêtes, des anniversaires, c'est sûr qu'il manque quelque chose. Il faut leur redonner de la liberté. Il faut leur redonner de l'espoir, surtout. De quelle France tu penses être le porte-parole, toi ? Je suis le porte-parole de la France qui me ressemble, c'est-à-dire celle qui est caricaturée, celle qui est méprisée, celle qu'on juge sur des a priori. Les gens qui me jugent ne me connaissent pas. Ouais, c'est un gros beauf, va faire tourner tes serviettes. Voilà. C'est les mêmes qui, dans la rue, vont voir passer une fille avec une jupe au ras des fesses et qui vont dire « Bon, c'est une pute ». Bah non, c'est pas une pute, c'est une fille qui a envie de s'habiller comme ça. On n'a plus le droit de déconner. Les gens déconnent, mais avant, ils déconnaient en public. Maintenant, ils font attention parce qu'elle est portable, donc ils déconnent à la maison. Après, ils déconnent. Si, moi, je vois dans mon public mes chansons de Oser que j'ai faites, c'est les jeunes qui me les ont amenées à 70 millions de vues sur les réseaux. Est-ce que tu as reçu une fellation sur scène ? Non, la vidéo a beaucoup tourné. J'en ai reçu ailleurs, mais ça, c'est des conneries. Ça. C'est une énorme manipulation. C'est une énorme manipulation avec des mensonges initiés par Mediapart, avec... je pourrais porter plainte. J'ai été agressé. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a une nana qui est montée sur scène que je connais pas, qui m'a attrapé le sexe à pleine main et qui s'est mis à genoux devant moi pour faire semblant. Elle avait dû faire un pari avec une copine. Et moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai pas touché. J'ai rien fait. Mais on était dans un lieu qui est le temple du libertinage où on a fait croire à tout le monde que c'était un public familial avec des gosses. Et donc les gens, ils ont lu ça, ils ont dit « C'est fou, c'est un patronat ». Des gosses, j'en ai pas vu un seul. Tu regardes les vidéos, tu verras pas un seul enfant. Peut-être qu'il y en avait un ou deux qui étaient là, mais qui avaient rien à faire ici, puisqu'il y avait des libertins, c'est-à-dire des filles, j'ai des images, moi, habillées avec des lanières, il y avait des mecs à poil sur les épaules de leurs copains. Et on a fait avaler ça aux gens comme familial. Le camp naturiste du Cap d'Agde, c'est pas familial. Il y a des copains qui m'ont fait une vidéo l'autre soir. Il y avait une petite fille de 5 ans dans une poussette, poussée par ses parents. Le père, il était en travelot avec des barésies, il tenait sa femme au bout d'une chaîne. Si c'est ça la famille, moi c'est pas la mienne. Moi je suis pudique en plus, moi je me suis jamais mis à poil devant mes gosses. Donc c'est une énorme escroquerie, c'est une énorme arnaque. On a raconté tout et n'importe quoi. On a dit que j'avais baissé mon pantalon. Tu peux regarder toutes les vidéos, j'ai jamais baissé mon pantalon. On a raconté. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que c'est parti d'un article d'une fille de Mediapart et que tous les gens qui ont parlé là-dessus, personne n'était là. Et la fille, elle a raconté ce qu'elle a voulu. Ils ont fait que recopier ce qu'elle avait dit. Et elle a raconté ce qu'elle a voulu. Est-ce que les médias se sont déconnectés des gens ? Ah ben là, en l'occurrence, c'est comme là pour mon histoire politique dont je parle en ce moment. J'ai jamais dit que je me présentais à une élection. Ouais, Patrick Sébastien se présente à l'élection présidentielle. Non, je me présente à rien. Je veux représenter les gens. C'est pas du tout pareil. Me servir de ma notoriété pour représenter. Et je leur demande pas de voter pour moi. Je veux les aider à voter pour eux. Donc chaque fois vous voyez écrit, il va se présenter à l'élection présidentielle. C'est une connerie de journaliste. Du coup, tu ne te présenteras pas aux élections présidentielles. Non. Mais attends. C'est une insulte à la fonction. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre? J'ai pas les compétences, j'ai pas les machins. Par contre, je peux rentrer dans le jeu pour influer dessus. Mon idée, elle est simple, là. J'ai lancé d'ailleurs une page mail, si les gens qui nous regardent veulent y aller, pour recueillir les propositions des gens. Voilà. C'est-à-dire remettre le bon sens au pouvoir.
les gens, le petit artisan, la petite infirmière, le petit commerçant, il a peut-être l'idée que n'aura pas le ministre. Donc, j'ai dit aux gens, envoyez-moi vos propositions et on va les trier. Et à la sortie, on en sortira une vingtaine, une trentaine qui sont réalistes et réalisables. Parce que si tu demandes le SMIC à 12 000, évidemment qu'on ne pourra pas le faire. Et donc, tous ces trucs... Un laboratoire citoyen. On est en train de les recevoir. J'aime dire c'est des doléances. Je dis non, c'est pas des doléances, c'est des évidences aujourd'hui. Parce que le ça suffit, je l'entends partout. Je veux faire un chantage démocratique. C'est-à-dire amener plein de gens avec moi, choisir les propositions les plus réalistes et aller voir les 2 derniers concurrents à l'élection présidentielle, donc je ne fais pas partie, et leur dire, voilà, vous adoubez quelle proposition, vous cochez quelle proposition, vous vous engagez solennellement. Et notre chantage, c'est nos voix. Si on est 10 000, on n'a aucun poids. Si on est 800 000, on a du poids, parce qu'on peut faire basculer une élection. Donc le mec qui va recevoir les propositions, il va falloir qu'il s'engage ou pas. Après, 2 solutions, il s'engage solennellement et il tient pas. Dans ces cas-là, il faut descendre dans la rue. Et comme j'ai dit, si on descend dans la rue, c'est pas pour remonter juste après. Si demain on descend dans la rue, c'est pour y rester. Mais de toute façon, il va falloir faire quelque chose, parce que ce soit votre génération, la mienne, le ça suffit, il est partout. Il y a tellement de choses qui ne vont pas, que les politiques, le spectacle qui donnent là. Normalement, d'après la Constitution, ils sont élus par le peuple et pour le peuple. Là, ils sont élus par le peuple pour leur gueule. Moi, de ce que je vois, je suis très sévère avec eux, mais c'est le spectacle, je ne l'ai pas inventé. J'ai expliqué que pour moi, le spectacle que j'avais en ce moment, j'ai l'impression de voir des parents s'engueuler devant les enfants. Et je donne comme exemple que moi, quand je me suis séparé avec mes épouses respectives, on est passé sur notre orgueil, on est passé sur notre ego pour que les enfants n'en souffrent pas. Et les politiques, c'est pas le cas aujourd'hui. Ils se mettent sur la gueule et les enfants, c'est nous. Ouais, donc ça suffit, pour toi, ça représente tous les politiques, pas juste le camp présidentiel. Ah non, c'est tous les politiques. C'est parce qu'ils disent Macron, va-t'en. Ok, il s'en va. Il y en a d'autres qui doivent partir. Ça va changer quoi demain? Je pense pas que ça change grand-chose. Parce qu'ils vont continuer à faire leur guéguerre de pouvoir. C'est je veux être élu, c'est je veux passer à la télé. C'est aussi con que ça. Hein. Tu regardes leur planning à ces gens-là, aujourd'hui. C'est BFM, c'est News, je passe là, je passe... Oui, mais pendant ce temps-là, il se passe quoi en bas? Moi, les gens qui sont en bas, ils voient les difficultés qu'ils ont à entreprendre, à finir les mois. Le premier problème, c'est le pognon. Le pays est en déficit, mais on n'a jamais payé autant de taxes et d'impôts. Les gens sont abrutis de taxes et d'impôts qui servent à payer les services publics, et jamais les services publics ont aussi mal marché. C'est qu'il y a un problème, c'est la répartition qui est pas bonne. Mais dans ce cas-là, est-ce que... comment tu vois, je vais te donner une idée à la con qu'on m'a donnée l'autre jour. L'audiovisuel public coûte 5 milliards d'euros. On peut prendre 2 milliards d'euros pour les donner aux hôpitaux. Franchement, s'il y a plus que 2 chaînes ou 3 chaînes avec... au lieu d'avoir tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça va pas me... Il y a des urgences. Si t'es encore là dans la vidéo, c'est probablement que notre travail te plaît. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner. C'est la meilleure manière de nous donner de la force pour qu'on puisse continuer notre travail. Je te remets dans la vidéo. Dans ce cas, comment tu regardes un truc comme la taxe Zuckman, des gens qui sont très fortunés? Oui, alors ça, par exemple, très bien. Attends, c'est très bien. On dit, on va prendre de l'argent aux riches. Ça va pas représenter tant que ça. Mais c'est pas tellement de leur prendre, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Si c'est pour payer une association à la con, si c'est pour payer des mecs planqués, si c'est pour payer... ça sert à rien de prendre l'argent à ces gens-là. Mais si c'est pour prendre l'argent demander une contribution, une solidarité des très riches pour faire redégouliner cet argent sur ceux qui en ont besoin, je te dis oui tout de suite. Mais moi, je suis pas sûr que l'argent, il parte de là pour arriver là. Entre-temps, il va aller là, il va aller là, il va aller dans des subventions à la con, il va aller payer des gens... Il y a plein d'économies à faire. Moi, quand je parle avec les élus, ils me disent, finalement, est-ce que c'est utile d'avoir des départements et des régions? Si tu supprimes un des deux, tu vas faire des grosses économies. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir les deux? C'est une des idées qu'on m'a données. Ça ne veut pas dire que je vais la faire. Mais il y a des économies possibles. Et cette taxe, comme tu dis, elle est logique, cette taxe. C'est normal que les plus riches participent. Moi, j'ai payé toute ma vie beaucoup d'impôts. Et je m'en suis jamais plaint. J'ai toujours trouvé ça normal. Quand Coluche a lancé ses Restos du Cœur, parce que j'étais proche de lui, la vraie motivation de départ, c'était je paye des impôts, je sais pas à qui ça va. Et c'est pour ça qu'il a fait la loi, que la loi existe Coluche, c'était pour que ce qu'on donne
à ceux qui en ont besoin, soit retirer des impôts. C'était presque un truc qui était pour sa gueule à lui, parce qu'il me disait moi je paye des impôts, et puis mon pognon il va où? Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Ça gêne pas quand t'as des sous de payer des impôts, mais il faut que ça retombe sur ceux qui en ont besoin. Et donc moi, mon combat à moi là aujourd'hui, je veux pas arrêter de faire le clown. Moi, je continue à être un saltimbanque. Je veux continuer justement pour rester au contact des gens, à faire mes chansons, tout ça. Je veux pas me lancer dans. J'ai pas envie d'aller marcher à l'Assemblée nationale. Ça m'intéresse pas. Par contre, cette répartition d'argent, il faut l'organiser autrement. Alors après, tu vas t'attaquer à des mecs qui sont planqués, qui ont des petits privilèges, des machins, et qui veulent pas qu'on les leur enlève. Eh ben, il va falloir aller aux urgences. C'est vrai que pour moi, la santé, la sécurité, l'éducation, c'est des urgences, avec plein de mesures à prendre qui sont, au niveau de la sécurité, des mesures de dissuasion. On va pas leur taper dessus, mais des mesures de dissuasion pour que le mec qui fait une connerie, il sache que ça va lui coûter cher. On y reviendra juste après, mais je voulais revenir sur la question du ça suffit, parce que dans ce que tu me décris, en fait, Coluche était déjà il y a bien longtemps dans ce constat-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça suffit? Qu'est-ce qui fait que c'était pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans le ça suffit? Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y avait une droite et une gauche. Il y avait Mitterrand et Giscard. Il y avait la droite et la gauche. La gauche a totalement changé. La gauche qui était, moi, je viens de 1968. Le slogan, c'était il est interdit d'interdire. Aujourd'hui, la gauche, c'est eux qui veulent tout interdire. Les wokistes, les machins. Par exemple, l'écologie est un truc de gauche. Ça me choque, moi, ça. C'est le problème de tout le monde, l'écologie. Ça voudrait dire que tous les gens de droite rêvent que la planète meure. C'est pas vrai. On n'a pas envie que les gens qui sont de droite n'ont pas envie que leurs gosses crèvent de ça. L'écologie, ça devrait être tous. Un ministère de l'écologie, c'est essentiel. Il faut protéger. Mais ça ne devrait pas être réservé à ça. Ces espèces de castes, de bagarres, de petits partis qui sont là pour passer à la télé, pour dire « Oh, moi, j'ai l'idée ». C'est pareil, les mecs qui sont élus, ils te disent « Oh, on va faire une loi nouvelle ». Mais des lois, faut pas en faire des nouvelles, faut en enlever. Il y en a trop. Les gens sont écrasés par les lois, les normes européennes. Alors, on va pas faire grand-chose. Il y a des tailles pour les poireaux. Et si ton poireau il est trop gros, s'il est tout petit, tu peux pas le vendre. Alors, il y a des mecs qui les récupèrent et t'as la répression des fraudes qui leur tombe dessus. T'as un quota pour la courbure des bananes. C'est vrai, hein. C'est pas courbé de la bonne manière, elles sont pas aux normes. Oui, si c'est pas courbé de la bonne manière. Mais c'est des trucs qui empêchent les gens de... Oui, c'est vrai, ça existe, ça, tu regarderas. Je crois qu'il y a je savais pour le chocolat, mais je savais pas pour le reste. Le truc exact, parce que je crois qu'il y a un truc pour la courbure des bananes. Il faut qu'elle soit courbée d'une certaine manière. Il y a pour le chocolat, en tout cas. Il y a 50 types de taxes pour le chocolat. Alors, il y a le dogme. Il y a le dogme de droite. Il y a le dogme de gauche. Et puis, il y a la réalité. La réalité des gens aujourd'hui. On est le peuple qui consomme le plus d'anxiolytiques. Ça rejoint mon bouquin. Parce qu'on a peur. Parce qu'on nous fout la trouille surtout. Parce qu'on a peur de l'avenir. Parce que les jeunes filles, le soir, c'est pas sûr. On le sait. Parce que vous, les gamins, vous avez peur de votre avenir. Vous faites des études, vous savez pas à la sortie. Moi, j'ai un enfant qui est, entre mes enfants, j'en ai un qui est ingénieur, qui en a chié dans ses études, les prépas, les machins et tout. Il est sorti, il a un boulot, mais même avec ses diplômes et avec ses diplômes d'ingénieur, et sa femme les a aussi, je te jure qu'ils rament, les gamins. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et si on laisse ces gens-là continuer à faire leur numéro parce qu'ils font un numéro de star, ils font des meetings. Pour les élections, c'est les concerts de... En fait, ils font le même métier que toi, c'est ça que tu dis? Complètement. Attends, quand ils vont dans un meeting, c'est quoi? Ils arrivent en star. Le public qui est là, ils viennent que pour les applaudir. C'est comme s'ils chantaient leurs chansons. Ils vont dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça coûte un pognon fou. Et ça va convaincre qui? C'est les mecs qui sont déjà là. Ils sont dans le show. Alors, ça fait partie du truc, le show. Mais à un moment, c'est bien beau de faire du spectacle, c'est bien beau d'aller à la télé, de dire... Je les ai vus passer à la tribune de l'Assemblée nationale là, quand il y a eu la censure. La dissolution, ouais. Ils ont préparé leur discours et ils sortent de là, ils vont voir leur attaché de presse en disant « J'ai été bon ». Ah, on s'en fout que tu aies été bon. Qu'est-ce que tu as apporté au pays? Qu'est-ce que tu mets dans mon assiette? Qu'est-ce que tu donnes à la sécurité de mes enfants? Comment mes gamins peuvent se sentir mieux? Comment mon grand-père qui est en hosto va être bien traité et pas laissé de côté parce que il n'y a pas les infirmières nécessaires et tout. Ça, c'est l'urgence. Donc, il faut peut-être pousser. Je dis pas ils sont tous pourris, ces politiques. En plus, il y en a plein
qui ont des convictions vraiment et qui sont prêts justement à faire passer l'intérêt général avant leur intérêt particulier. Mais ce qu'on voit pour l'instant là, c'est des animateurs de télé, c'est des showmen, c'est bon, rentrez chez vous. Parce que comme je te dis, si Macron dégage, il y en a d'autres, il faut les dégager aussi. Cela, c'est à vous à prendre le pouvoir. C'est à vous les jeunes à monter. Ouais, parce que je vous entends pas trop. Moi, j'ai envie de voir des mômes de 25 balais, de 30 ans, monter au créneau avec de l'humanisme, sans tomber dans les... je vais être le plus jeune député de France, on s'en bat les couilles de ça. Faites bouger les choses. Moi, je compte vachement sur vous. Dans ton bouquin, que même pas peur, tu parles du rapport que toi, tu as avec cette question de fracture entre les gens puissants, les gens pas puissants. Ouais. Tu dis même que ta mère pouvait fréquenter des voyous, des bandits, mais que non, ma mère, elle toujours avec des notables qui avaient des vrais problèmes. C'est à cause de ça que j'ai ma guitare gitane, là, que m'a offert Chico. Parce que ma maman, c'est ça. Aussi, je suis légitime parce que je viens de ce monde-là. Ma mère, elle travaillait à l'usine. Elle faisait 22 bornes par jour, 11 bornes aller, 11 bornes retour, en vélo pour aller porter des caisses de pommes. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, j'ai grandi sans rien, mais on n'était pas. Et tu dis que c'était les notables qui se comportaient le plus mal avec elle. C'est-à-dire que elle me disait elle allait faire les ménages. Elle me dit quand j'allais faire les ménages, les notables me passaient la main au cul, mais les gitans et les voyous m'ont jamais passé la main au cul. Voilà. Donc ça m'a formé. Et c'est vrai qu'il y a des codes d'honneur chez certaines personnes. La vertu n'est pas où on croit. Et c'est ça qui manque. Développe ça. La vertu n'est pas où on croit. Tous ces politiques qui donnent des leçons sur le comportement. Quand tu les vois à la télé, ils se montrent les plus clean possibles, mais ils sont pleins d'intolérance, ils sont pleins d'exclusion, ils sont trop loin. Alors pas tous, je ne généralise pas, mais ils font des leçons de morale en ayant des morales. C'est ça qui fait une fracture. Moi, j'ai rien à me reprocher. Ils me branchent sur ma vie sexuelle. Moi, ma vie sexuelle, j'ai 3 principes de base. J'ai la liberté, le respect et le consentement. Liberté, respect. À partir de ça, je fais ce que je veux avec ma bite. Ça m'appartient. J'ai jamais violé personne, j'ai jamais harcelé personne. Après, je suis paillard gaulois parce que ça fait partie de la vie, comme ça fait partie de la vie des autres. Mais eux, c'est des pervers parce qu'ils cachent tout, maquillent. Moi, je me suis jamais maquillé sur ces choses-là. Tu pourrais voter pour un homme ou une femme politique qui a une vie sexuelle ultra débridée. Je m'en fous de ça. Moi, non, mais même, je peux voter pour n'importe quel homme. Et tout. Je peux voter pour n'importe quel homme politique qui est un humaniste. Voilà. Qui fait passer l'humain avant tout. Après que le mec ait fait des fautes. Qui est exemplaire? Là, on est 4 dans cette pièce. On n'est pas exemplaire. Personne n'est exemplaire. Si tu t'estimes exemplaire, déjà, tu commets le péché de vanité, d'orgueil. On n'est pas exemplaire. Chacun a ses failles, chacun a ses fautes. On a la société, comme je dis, la société idéale n'existe pas. Après, il y a des gens qui sont fabriqués pour être tournés vers les autres un peu plus que d'autres. Moi, j'aime bien, parce que ça participe de mon bonheur aussi, faire du bien autour de moi. Moi, je me lève le matin en me disant à qui je vais pouvoir faire du bien aujourd'hui. Je me lève pas comme tous ces connards, les M&M's, les mange-merde, on les appelle, qui sont sur les réseaux les pires, qui se lèvent en disant putain de qui je vais pouvoir dire du mal. C'est triste pour eux. Parce que faire ça de sa vie, c'est quand même extraordinaire. Donc, on est une poignée de gens, et même dans ces politiques qui, humainement, tiennent la route et qui ont envie que ça change dans ce sens-là. C'est pas aller contre le progrès. L'intelligence artificielle, il va falloir s'en servir pour faire progresser les choses. Ah donc c'est pas des choses qui forcément te font peur, parce que je sais que dans une France, on va dire, moins urbaine, ça va être un truc qui peut aussi effrayer. Ça dépend comment c'est utilisé. Si cette intelligence artificielle aide à faire des progrès à la médecine, à ton bien vivre, à ta sécurité, mais putain, tant mieux, ouais. Du moment que ça reste humain. Au service de l'humain, ouais. Quand c'est l'intelligence artificielle, ça sert à refaire la chanson d'un artiste de la même manière, alors que le mec peut la faire, je trouve ça nul, c'est naze pour moi. Mais les progrès que ça peut faire à la médecine, il y a des trucs extraordinaires aujourd'hui, vraiment extraordinaires. Mais il faut pas qu'on se fasse, je mets dans le bouquin, bouffer par le numérique. Surtout pas. Faut qu'on puisse continuer. Faut que le prochain interview qu'on fasse, on soit pas obligé de le faire, moi chez moi et toi chez toi, avec un écran, machin. Ou moi j'ai mis un robot à la place. Voilà, tu as mis un robot à la place. C'est ça que je veux dire. Il faut que ça reste, il faut que j'ai ta figure, il faut que j'ai la figure de la dame qui est là, mon attaché de presse qui est là. Humainement, c'est ça qui est important. Et c'est ça aussi que je veux me battre pour ça, pour qu'on tombe pas trop dans que l'image ne prenne pas le pas sur l'être humain, voilà. Mais justement, en parlant d'image et de numérique, on sait qu'il y a un clash, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas une grosse
tension entre la télévision et les réseaux sociaux. Toi, tu avais eu ce sujet d'émission déprogrammée sur France 2. La télévision, elle a complètement changé. Mais justement, c'est ça dont je veux te parler. On a l'impression aujourd'hui que les réseaux sociaux sont devenus l'endroit de la liberté, que la télé n'est plus. Les audiences, moi je me rappelle. Comment toi tu vois ça? Quand je faisais de la télé, les audiences, on était à 10 millions, 8 millions, etc. Aujourd'hui, les prime time, ils font 3 millions, quoi. Les mecs sont contents quand ils font 200 000 personnes. J'ai fait mon album de chansons osées. On doit être tous les réseaux cumulés à 70 millions de vues. Oh, c'est pas la même chose. Non, mais je veux dire, ça parle quand même. Ça parle, ça veut dire quelque chose. La télévision, en plus, ça n'intéresse plus vraiment les gens. Moi, je sais qu'avant, j'allumais ma télé le soir. J'allume pas. Je vais sur ma tablette, je vais sur Arte parce que j'adore Arte, chercher des séries qui m'intéressent sur Arte, mais je regarde plus la télévision. Ce qu'ils me proposent m'intéresse pas. La télé, c'est devenu, on va faire le maximum de pognon avec un minimum d'investissement. C'est-à-dire que c'est devenu une grande page de publicité, regarde, coupée par des petites bribes d'émissions. Moi, je connais une époque où les pubs, il y en avait avant l'émission, après l'émission, mais il n'y en avait pas pendant. Aujourd'hui, tout est disséqué. On te vend. Le but, c'est ça, la télé, elle sert à ça. Hein. C'est te vendre des trucs. Et la peur en fait partie, parce que la pub, elle est remplie de peur. On va te faire peur de grossir, de vieillir, de mourir, d'être attaqué, de tout ça. La peur, c'est un moteur formidable. Et puis, il y a plein de gens aussi qui ne veulent plus regarder la télé. Moi, j'en connais plein. Parce que d'allumer ta chaîne info et de voir du drame, de la guerre, des agressions, machin, tu tiens plus. Tu rentres du boulot, tu t'es fait chier toute la journée, t'allumes ta télé, tu vois des malheurs partout, les gens, ils font stop, je veux pas voir ça. Ils vont aller sur un autre média. Ouais, mais là-dessus, est-ce que toi, t'as peur, pour revenir à cette question de peur, et je sais que tout le bouquin, c'est souvent pour dire que tu n'as pas peur, mais t'as pas eu cette peur aussi de te dire, quand tu te fais un peu déprogrammer du service public, d'être plus dans le coup ou plus dans le coup? Non, ça, il y a un fil dans ce bouquin, c'est que je suis un déterministe. C'est-à-dire que pour moi, je dis pas que j'ai raison, tout est écrit. J'ai été viré de la télé parce qu'il fallait que je sois viré à ce moment-là et ça me permet d'aller ailleurs. Et comme mon métier, avant tout, c'est artiste, et artiste, pour moi, c'est plein de choses. C'est écrire des livres, c'est faire des spectacles l'été devant, des fois, il y a 15 000 personnes qui sautent partout. Et puis là, je vais faire, dans le petit café-théâtre de ma copine Coco, je vais aller faire une petite pièce de théâtre pour 100 personnes. Mais c'était déjà ça quand j'étais à la télé. Le soir du réveillon, quand j'étais à la télé, je savais que mon émission, le plus grand cabaret du monde, passait sur TV5 Monde pour 75 millions de personnes. Et j'étais sur une petite scène de 100 personnes. Parce que c'est ça, notre métier. Et je vais monter, d'ailleurs, à côté de Brive, là, à côté de Malmort, chez moi, je vais monter le plus petit cabaret du monde. C'est pas pour faire fortune. C'est pour avoir un endroit. On va faire une revue de transformistes tous les week-ends. On va faire plein de choses. Et c'est pour vivre avec ce que j'aime, c'est-à-dire le spectacle, les gens qui sont heureux, qui viennent, ça. Mais pas forcément des trucs démesurés. C'est pas, comme avait dit Charles-Élie Couture, à propos de n'importe quel produit, n'importe quelle chanson, c'est pas parce que ça se vend pas que c'est pas bien. Il y a d'autres manières d'être récompensé. Donc j'ai jamais eu la peur de ça, parce que j'étais pas un animateur, moi. Je suis pas un animateur, je suis un artiste. Je suis un artiste qu'on a débauché pour venir animer à la télé. Mon métier, moi, c'était imitateur. J'ai fait 20 ans où j'ai fait 12 fois l'Olympia. Je faisais 200 spectacles par an en faisant ce que font Gérard et Canteloup aujourd'hui, c'est-à-dire des imitations pures. Et je suis arrivé à la télé par hasard. Et ça n'a jamais été D'ailleurs, de tous les métiers que j'ai fait, animateur de télé, c'est celui que j'aime le moins. Hein. Mais je trouve ça intéressant parce que la question d'animateur de télé, c'est souvent des figures les plus populaires en France parce que on pense souvent à Michel Drucker. Mais ça sera plus comme ça. Oui, parce qu'on avait... Attends, on passait à la télé. Toi, tu peux pas savoir ça, mais dans les années 70, tu faisais une télé. Tout le monde te connaissait. Je connais des mecs qui en ont fait 300 de télé, personne ne les connaît. Tu vas dans la rue, va demander de... Comme je disais à Cyril, à Hanouna, je lui ai toujours dit, tu fais 2 millions de personnes, ça fait 66 millions qui s'en branlent. Hein. Mais justement, c'est incroyable que tu anticipes parce que mais nous, Cyril Hanouna est souvent vu comme une figure populaire, mais en fait, il y a deux termes un peu qui s'opposent, mais qui sont pas comme éloignés. Tous mais les gens qui sont sur le qu'est-ce qui est populaire et qu'est-ce qui est populiste? C'est pas de mettre une étiquette sur ce que tu es. Populaire, je m'en fous, moi, qu'on dise que je sois populaire, populiste, complotiste, bof. Je sais qui je suis, j'ai pas besoin des gens pour savoir qui je suis. Populaire, c'est quand même
moi, ce qui me touche, moi, et je m'en suis pas aperçu quand je faisais, c'est que les gens de ta génération, ou un petit peu plus vieux, ils ont grandi avec moi. Mais je m'en suis pas aperçu, moi. C'est que tu avais plein de minots qui avaient 5-6 ans, qui regardaient le cabaret chez leurs grands-parents le samedi soir. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte. Je me rappelle ça aujourd'hui, parce que je vois plein de gamins qui ont 35 balais qui me font « Oh putain, t'es ma jeunesse !» Les filles qu'on a croisées dehors tout à l'heure, je dis « Oh, tes chansons !» C'est ça que j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a eu une première partie où les gens m'aimaient pour mes imitations pures. Après, il y a eu la télé. Il y a les bouquins des gens qui aiment pas forcément mes chansons, mais qui aiment mon écriture. Et puis, il y a mes chansons de fête qui sont partout. Je l'ai pas voulu, mais un anniversaire, une soirée, et ce qui m'a amené des jeunes. C'est-à-dire, il y a des gamins qui sont comme ça, qui connaissent mes chansons. Normalement, quand j'ai arrêté la télé, si j'avais pas été artiste à faire des chansons à la con, comme ils disent, on m'aurait oublié complètement. Mais moi, dans mes spectacles, j'ai des minots comme ça, j'ai des petits qui connaissent mes chansons. Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Ça les amuse, les gamins de 4 ans. Parce que j'ai l'impression que tu sors beaucoup du commentaire médiatique qui sont faits sur les uns sur les autres. Cyril Hanouna a été beaucoup accusé d'extrême droite, par exemple. Je m'en fous. Comment toi, tu regardes, au-delà de Cyril Hanouna, comment tu regardes les commentaires, je te jure, franchement, c'est ça. Et c'est marrant parce que c'est exactement le thème d'un des chapitres. C'est pour ça que j'en parle. C'est le regard des autres. J'attache plus d'importance à mon regard sur moi qu'au regard des autres. Le regard des autres, il peut être faussé par n'importe quoi. Le jugement, tous les gens qui nous regardent, ils le savent. Où c'est dramatique, c'est quand t'as une petite fille qui se suicide parce qu'elle se fait harceler. Elle se fait harceler sur les réseaux sociaux. Ça a de l'impact. Eh ben, il faut avoir la force de faire passer le regard sur soi avant. Je parle de Jean-Luc Reichmann, qui à l'école se faisait appeler la tache parce qu'il avait sa tache de vin ici. Pendant des années, il a maquillé sa tache pour pas qu'on la voie. Et puis un jour, il a dit, je la montre. Il est 10 fois mieux dans sa peau. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être... Moi, je sais comment je suis. Mes excès, mes machins et tout. Je veux pas me maquiller. Ça me correspond. Je triche pas avec moi. J'encourage les gens à dire, mais tu t'en fous du regard des autres. Et là, je sais que je parle à plein de gens. La grosse, le gros, le trop petit, le trop grand, le moche, enfin, celui qui se considère comme ça. Fais de ta différence une force. Moi, ma différence, c'est de venir d'un milieu populaire, de dire des gros mots, d'être primaire par moment. Ben, c'est ce qui fait ma force aussi. C'est ce qui fait mon... Les gens, ils peuvent tout me dire, ils peuvent me considérer comme primaire et tout. Je sais qu'au fond d'eux, ils savent que j'ai une qualité, je suis sincère. Là-dessus... Et c'est celle qui manque dans les médias? Je sais pas si ça manque, mais moi, ils savent que je suis sincère. Même dans mes conneries, je suis sincère. Je suis sincère dans mes... Après, j'ai trouvé une très jolie phrase avant-hier. Je sais qu'en m'engageant, par exemple, dans ce domaine politique où je veux représenter les gens, je risque la tempête, mais c'est pour ça que je veux pas finir ma vie sur une mer calme. Je préfère m'écraser sur les rochers, c'est plus héroïque. On avait reçu François Ruffin sur Le Crayon. J'aime bien François Ruffin. Bah justement, ça m'étonne pas du tout. Parce qu'il s'est barré des Insoumis. Mais justement, j'avais envie de te faire réagir sur une phrase où il parle, lui, quand il parle de ses conquêtes électorales, d'essayer de convaincre des ouvriers ou des gens très pauvres qui peuvent voter RN en disant qu'ils sont fâchés mais pas fachos. Comment tu regardes ça dans ton mouvement? Alors là, je suis pas d'accord parce que les fachos, ils sont pas où on croit. Les RN, aujourd'hui, ils sont assagis. Il y a à l'intérieur des... On a pas il y a un an, la dissolution, il y avait quand même quelques cas... À l'intérieur, mais ça, c'est la caricature. Moi, j'en ai marre qu'on mette l'épouvantail d'Hitler dans le camp du RN. Oui, mais il y avait quand même 2-3 candidats qui avaient vraiment des il y avait 2-3. Tu as vu les Insoumis, tu as vu le message de haine des Insoumis. Ces deux extrêmes m'emmerdent, moi. Les deux. Au même titre. Au même titre. Et pourquoi le RN a récupéré les ouvriers? Parce que les autres les ont laissés tomber. Le RN, il est... les homosexuels, tu comprends, l'extrême droite fait la chasse. 80% des homosexuels, ils votent pour le RN. Parce que l'ennemi, c'est pas le RN. Si. L'ennemi, c'est l'autre côté. C'est les islamistes qui sont leur ennemi. Moi, je te le dis, je les connais bien, ces mecs-là. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans cette fratrie LGBT. Il faut remettre les choses dans le bon truc. À force de dire le RN, c'est des fachos et tout, moi, je sais pas, les fachos, c'est ceux qui t'interdisent. C'est les wokistes extrémistes qui disent non, vous ferez pas ça, vous mangerez pas ça, vous ne regarderez pas ça, vous n'écouterez pas ça. La patronne du service public, elle a dit « Je ne veux pas montrer la France telle qu'elle est, mais peut-être que je voudrais qu'elle soit. » Elle veut créer quoi? Une race supérieure? C'est quoi ça? Ça te rappelle rien de créer une race supérieure avec pas de défauts et tout?
C'est pas ça. Moi, je les défends pas. Je vote ça, pas à ton RN. avis ? Je vote pas RN. Mais la caricature qu'on en fait, ça fait venir des gens à eux. Parce que quand tu exclus... Plus on les exclut... C'est normal. Moi, je vais représenter quoi? On m'exclut, on me vire de la télé, machin, on me tape dessus, on essaie de me mettre des trucs sur la gueule. Allez-y, les mecs. Au contraire, plus vous allez faire ça, plus je vais avoir des gens derrière moi. Tous ceux qui sont exclus, qui se reconnaissent. Le FN, le RN, ils ont grandi là-dessus. On les a tellement exclus, caricaturés, ils récupèrent tous les gens dans la vie qui se sentent exclus et caricaturés. C'est aussi simple que ça. Le RN, si tu veux lutter contre lui, si tu estimes, moi j'ai pas envie de lutter contre eux, mais si tu estimes, faut les prendre sur l'économie, comment vous allez faire, votre programme et tout. Mais faut arrêter le côté, Hitler, ils vont pas monter des camps de concentration, le RN, s'ils sont au pouvoir. Pas plus que Staline, les insoumis vont nous faire des goulags. Il y a un moment où la caricature, elle sert à rien. Le RN, si vous voulez les attaquer sur leur capacité à gouverner, c'est dans le domaine économique, social, voilà, oui. C'est pour ça que ces discours de « ouais, les fachos, c'est des fachos ». J'en parle dans le bouquin, d'ailleurs. Il y a une nana qui supporte pas qu'il y ait des djellabas autour de la mosquée de Souillac où j'habite. Et je lui dis donc, tu vas voter RN? Elle me dit non, je veux pas un Hitler au pouvoir. Je te dis. Et pour revenir sur la phrase de Delphine Ernotte, je veux que la France ressemble à... Enfin, je veux montrer la France, pas telle qu'elle est, mais comme je voudrais qu'elle soit. Alors, au demeurant, c'est très bien. Ça veut dire plus d'inclusion, plus de féminisme, etc. Mais ça veut dire aussi, j'exclus tout ce qui n'est pas dans ce truc-là. Moi, je me suis fait virer parce que je suis un homme blanc de plus de 50 ans. On n'a pas le droit de virer quelqu'un dans la loi pour son sexe, sa couleur de peau et son âge. C'est interdit par la loi, c'est puni par la loi. C'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Ah, on a dit, il y a trop de blancs de plus de 50 ans. Et au passage, bon, verrez, mais des noirs, j'en ai pas vu beaucoup depuis sur le service public. J'aimerais bien en voir, moi, un peu plus, justement. Parce que j'en ai pas vu arriver beaucoup. Donc, c'est le... Mais le problème de Delphine Ernotte, c'est un problème particulier. Delphine Ernotte, c'est une présidente à 400 000 boules par mois, par an, quoi. Qu'est-ce que je te dise? Elle veut garder sa place et elle est toute puissante. À part que elle n'est pas propriétaire du service public, elle est présidente seulement. Le service public, logiquement, il appartient à ceux qui payent, c'est-à-dire toi. Et normalement, moi, je suis interdit, moi, de participer à une émission. D'être invité. Elle a donné des ordres. Pour que je sois... T'as pas le droit de là, en fait, France 2 ou France Inter peuvent pas t'inviter. France Inter m'a invité. Ah, ok. Non, mais elle, sur France 2, tout ça, etc., elle a donné des ordres pour que je fasse pas C'est à vous, pour que je fasse pas l'émission, je sais plus comment ça s'appelle, les autres, c'est pas grave, je m'en passe. Tu me verras pas, voilà. Et comme par hasard, ils vont faire un complément d'enquête. Sur toi? Oui, alors que je suis interdit sur cette chaîne depuis des années. C'est louche. Évidemment que c'est louche. Et ça va pas être bienveillant. Et pourquoi ils veulent, à ton avis? Je sais pas, on verra. Mais je pense qu'ils veulent me démonter. Et comme je te dis, plus ils vont essayer de me démonter, plus pour les gens qui sont de l'autre côté, c'est transparent. Pour eux, ils font « Oh, c'est un peu gros ». Je sais pas sur quoi ils vont aller me chercher. Je te dis, j'ai pas de truc particulier. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais c'est surtout que j'ai l'impression que Mais c'est quand même étrange. Ouais, mais qu'on me vire du service public, que derrière, on m'interdise d'antenne sur France 2, et que d'un seul coup, au moment où je commence à parler de politique, de machette, tiens, on va faire un complément d'enquête. Je vois pas l'intérêt. C'est qu'il y a un intérêt derrière, évidemment. Évidemment. Et que l'intérêt, c'est pas de me faire du bien. Après, je vais aller me défendre. Mais je m'en fous. Justement, pour aller sur ces sujets peut-être un tout petit peu plus personnels et humains, je voulais te demander, c'est quoi ton rapport à la religion, et non seulement à la tienne, mais à celle des autres? C'est complet. Je t'ai dit, je suis un humaniste, donc j'accepte tout. Je respecte les croyances de tout le monde. Je suis un peu plus gêné quand c'est trop ostentatoire. Je pense que les religions devraient rester dans le cadre de l'église, de la mosquée. Une croix, dans la rue, ça me gêne. Voilà. Je veux une guitare qu'une croix, en fait. Ouais, une guitare, c'est ma religion gitane. Non, mais ça me gêne un peu. Enfin, c'est pas grave. Moi, en plus, j'adore une femme voilée. Je trouve que c'est très joli. Je trouve qu'une femme qui a un voile autour de la tête... Dans les années 60, les nanas, elles avaient des foulards, toutes. Je te parle esthétiquement. Hein. Quand c'est le symbole d'une religion et que c'est fait pour conquérir, ça me plaît pas. Et surtout quand c'est fait contre la volonté de celle qui est voilée. Si c'est sa volonté, oui. Après, c'est l'éternelle question. Je fais partie des gens qui croient que c'est pas Dieu qui a inventé les hommes, mais c'est les hommes qui ont inventé Dieu.
et que la religion sert à manipuler les peuples. Toutes les guerres qui nous entourent sont des guerres de religion de tout temps. Et c'est tellement pratique. Je parle dans le bouquin du sketch de Florence Foresti qui est extraordinaire dans son dernier spectacle, dans Boys Boys. Ouais, je crois que c'est Boys Boys, son dernier spectacle, où il y a les hommes préhistoriques qui inventent Dieu. Et il y en a un qui veut prier à genoux, il y en a un qui veut se balancer contre un mur, il y en a un qui veut être sur un tapis. Et là, cette phrase magnifique, vous allez quand même pas vous engueuler pour un truc qui n'existe pas. Moi, j'ai trouvé ça superbe. C'est la plus belle phrase du spectacle. Parce que mon professeur de philo me disait, Dieu n'existe pas. Il n'est qu'une invention de notre cerveau. Il n'y a pas de preuve tangible qu'il existe. Donc c'est très pratique. Et ça renvoie à la peur parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont croyants que par peur d'aller en enfer. Moi, quand j'étais petit, la phrase que j'ai le plus entendue, c'est « Attention, le bon Dieu va te punir ». Donc, on me faisait peur de la sanction. C'est le et je connais plein de gens qui sont... Alors moi, il y a le pari de Pascal, je ne sais pas si tu le connais, qui est, je crois, au moins, si je gagne tout, si je perds rien. Mais il y a beaucoup de gens qui se mettent à croire au dernier moment parce qu'ils ont peur. On leur a dit, dans notre culture, si Dieu te juge mal, tu vas aller en enfer. C'est-à-dire, tu vas aller souffrir. Donc, ils sont croyants par peur. Mais c'est pour ça que ça rentre dans mon... Est-ce que croire que tout est écrit, c'est pas une forme de croyance? C'est une forme de croyance, mais dans quelque chose que je n'appelle pas Dieu. Voilà. On peut lui mettre le nom qu'on veut. On peut l'appeler Bobby. On peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler Bobby, on peut l'appeler Jean-Michel, Non, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement. Quand tu vois comment est fabriqué le corps humain, quand tu vois que tu as des cils pour empêcher la poussière de rentrer dans tes yeux, là, je vais bientôt me faire opérer de la cataracte, là, ici, les détails de comment ça fonctionne, c'est extraordinaire. Ça peut pas s'être créé sans qu'il y ait un fabricant de quelque chose de ça. Ça nous échappe trop, c'est trop. C'est pour ça qu'il faut pas se poser de questions dessus. Nos passages sur Terre, ils sont infiniment rapides. Cite-moi une personnalité du XIIIe siècle. Saint-Louis. Tu vas avoir du mal. Saint-Louis, voilà, tu vas avoir du mal à en citer un. Il y a eu des millions d'habitants sur Terre. Ouais. Oui, bien sûr, on en revient. On posera la même question à des gens dans un siècle. Cite-moi un mec du XXe siècle. Ils vont te dire peut-être Hitler, Walt Disney. Mais c'est tout. Nous, on est des poussières, on passe. C'est terriblement... Et j'arrive à 71 ans, c'est passé à une vitesse folle. Donc, le mieux pour moi, c'est d'essayer d'éliminer toutes ces peurs-là, de vivre le mieux possible, le peu qu'on a, et de se dire que finalement, la mort, comme j'ai dit au début de mon bouquin, c'est peut-être le plus beau jour de ta vie. Mais est-ce que c'est pour ça aussi que tu t'engages? Tu te dis que c'est aussi une manière de... Maintenant, de toute façon, j'ai plus rien à jouer. Donc, encore une fois, ça rejoint ce que j'ai écrit dans mon bouquin sur le déterminisme. Si j'ai pris la décision de m'engager, si je continue tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose, malgré moi, comme quelque chose un jour t'a poussé toi, tu crois que tu as fait un choix. Il y a quelque chose qui t'a poussé toi à laisser tes études d'économie pour monter, pour faire ça. Mais moi, je crois pas que c'était écrit pour le coup. Oui, dans ta tête, tu te dis, j'ai choisi. À un moment, moi, j'ai décidé. Et moi, je pense, je sais pas si j'ai raison, qu'il y a une force quelque part qui décide malgré toi, qui dit, je vais aller là, ou je vais aller là. Et je sais pas si c'est vrai, mais putain, ça aide. Parce que si tu échoues, tu t'en veux pas, et tu prends les choses. C'est pour ça que le bouquin, il est utile pour ça. Tu prends les choses 10 fois mieux. Là, moi, mon choix d'aller vers ce truc, écoute, on verra. Si j'y vais, c'est parce qu'il y a quelque chose. Si si la mère Arnaud m'a viré de la télé, c'est que c'était écrit comme ça, à ce moment-là, etc., etc., etc. Et le pire qui m'est arrivé dans ma vie, c'est-à-dire le deuil de mon fils, qui a 35 ans maintenant, écoute, c'était écrit comme ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas que j'y pense tous les jours, mais c'était écrit comme ça, et voilà, ça m'enlève la culpabilité, ça enlève la haine. Tu sais, la plupart des gens qui perdent un enfant, ils ont la haine, ils ont la colère contre le sort, c'est pas juste. Nombre de fois où tu entends ça, quand tu as un deuil, c'est pas juste, il est mort trop jeune, là, non, c'était écrit comme ça, hélas. Alors c'est très dur à faire avaler à des gens qui ont leurs gosses qui ont été assassinés, par exemple, ou qui se suicident. Mais j'ai eu la conversation avec quelqu'un dont l'enfant s'était suicidé.
Imagine la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce raté? que j'ai pas vu, ouais, bien sûr. Ah bah, si tu es dans le déterminisme, ça change rien parce que le gamin ne reviendra pas. Hein. Mais tu t'enlèves de la culpabilité. C'est arrivé parce que ça devait arriver. Je dis pas que j'ai raison. Hein. Bien sûr, mais c'est une croyance. c'est une béquille pour traverser cette vie de merde, parce que c'est quand même une vie de merde. C'est une béquille pour traverser ça en étant justement en étant addict à rien, quoi, en essayant de pas s'angoisser. On n'imagine pas la solitude des gens dans ce pays, même en couple, même les questions, les angoisses que les parce que là on parle. C'est très grave ce que tu dis. Enfin, très grave. C'est avec un ton très grave. On discute là, mais le conte, tu vas le faire toi devant ta glace ce soir et la jeune fille qui est là aussi. C'est le seul conte que tu vas faire. Les contes que tu vas te rendre à toi-même seul devant ta glace, pas pour parler aux autres, etc. Et si on est un peu malin, on peut améliorer Moi, je dors bien, hein. Malgré tout ce que j'ai pris dans la gueule, malgré les deuils, malgré l'âge, malgré tout ça, je dors bien. Parce que justement, j'ai cette manière de penser qui me fait repousser mes peurs. Et comment, dans l'initiative Ça suffit, ou même beaucoup d'autres, on pourrait résoudre justement ces problèmes de solitude? Il n'y a pas de remède miracle. Faisons un effort, soyons solidaires. Je t'ai expliqué que le signe de ralliement de ce mouvement, ça sera ça. Ça sera des doigts croisés. Alors, dans les partis, il y a eu la main levée, hélas, il y a eu le poing, il y a eu ça, le doigt qui accuse et tout. Moi, je trouve que ça, c'est hyper important. C'est la solidarité. C'est-à-dire qu'on a des efforts à faire nous. C'est pas seulement de s'en prendre au gouvernement. Le gouvernement, il résout pas tout. Le gouvernement, c'est pas lui qui fait que tu vas te fâcher avec ton cousin, ton fils, ta sœur pour des prétextes bidons. Moi, je me suis fâché avec plein de gens très proches qui m'ont fait des saloperies immondes, mais à qui j'ai pardonné. Parce que je suis un adepte du pardon. J'ai pardonné des trucs que tu peux même pas imaginer. J'ai l'impression que c'est vraiment, justement, on est en train de vivre une époque où le pardon est ultra difficile. Tu parlais de haine sur les réseaux sociaux, moi je trouve qu'elle est ultra présente. Je vais juste citer un truc. Entre autres, quelqu'un qui m'était très proche et qui, le soir de Noël, après la mort de mon fils, m'a téléphoné en me disant « Ton fils est mort, c'est bien fait pour ta gueule. » Normalement, tu pardonnes pas ça. Ouais, effectivement. Ouais, j'ai passé 2 heures avec elle, il y a pas longtemps, là, très gentiment, et j'ai pardonné. Pourquoi? Parce qu'au lieu de garder la haine en moi et d'en vouloir à cette personne, il y a putain... En pardonnant, je me suis enlevé la boule à moi. Voilà, tout simplement. Le pardon, ça t'aide... Alors, c'est très catho ce que je suis en train de dire. Le pardon, ça t'aide à enlever cette douleur que tu as en toi, qui te ronge, parce que la haine, ça ronge. Je te dis, le besoin de vengeance, ça ronge. C'est pas facile, hein. Demain, on va assassiner un de mes enfants. Le pardon, il va être compliqué. À savoir... tu sais, je le dis dans le bouquin, c'est complètement utopique, c'est inaudible. Hein. Mais la seule solution entre l'Israël et la Palestine, c'est le pardon mutuel pour que ça s'arrête. C'est inaudible. Mais si ça avait été fait il y a 20 ans, tu imagines le nombre de morts que ça aurait évité, ce pardon-là. Mais est-ce que c'est... Voilà, c'est utopique. Oui, je comprends le côté utopique, mais... Et ça fait du bien de penser comme ça. Je suis très égoïste. Je suis d'accord, mais est-ce que, du coup, de l'autre côté, ça te permet de pouvoir avoir des analyses politiques, parce que beaucoup de politiques, ils aimeraient peut-être avoir cette naïveté ou cette légèreté, mais ils ne peuvent pas. C'est même pas... Les gens disent que c'est de la politique, ce que je fais là. C'est même pas de la politique, c'est de l'humain, quoi. C'est de... je suis fait comme ça, j'essaie d'insuffler aux gens qui m'entourent ça. Si ça marche, ça marche. S'ils veulent pas écouter, tant pis pour eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je sais que moi, je pense sincèrement que la solution, elle est dans l'humain. Hein. La solution pour qu'on s'en sorte mieux, elle est dans ça. Elle est dans la solidarité, elle est dans l'humain, elle n'est pas dans chacun pour sa gueule, c'est moi qui vais faire tant de profit, je vais te niquer, parce que c'est ça, je me lève le matin aussi, je peux niquer l'autre. Voilà, alors je le dis avec mes mots. C'est bien parce que c'est les mots que les gens emploient dans la rue. Pour aller vers la fin de l'entretien, quelle est, selon toi, la peur que les Français ont collectivement sur laquelle on devrait le plus revenir pour pouvoir avancer? Parce qu'on sent... Il y en a plein. Il y a la peur de la climat de je peur pense que la peur de l'avenir est la plus prégnante. C'est la peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver demain, etc. La peur pour leurs gosses. La peur pour leur santé.
Oui, tu parlais des tu vois, quand il y a eu le Covid, on a foutu la trouille à tout le monde. Vous allez mourir, etc. Ils ont peur pour leur santé pour plein de raisons. Parce que tu vas dans la rue, tu as peur en voiture, tu as peur à pied, tu as peur de l'agression, tu as peur de ce que tu manges, parce que tu sais pas ce qu'on met dedans. Toutes ces... c'est très con, c'est la peur d'exister, quoi. Alors que, au lieu d'avoir cette peur-là, on devrait jouir beaucoup plus du moment présent. On pose trop de questions sur l'avenir. Le moment présent, c'est très important. Moi, c'est ce que je donne comme conseil le plus. Et puis surtout, ne pas avoir peur de ne pas être comme les autres. Parce que les gens s'appliquent à être... Tu sais, il faut être dans la norme. Je pense que tu peux pas être complètement heureux quand tu es dans la norme. Je dis qu'il vaut mieux être clown que clone. Moi, j'aime bien... Les gens les plus équilibrés, les plus heureux dans leur vie, c'est des gens différents, ceux que j'ai croisés, qui cultivent leurs différences. Même si ça plaît pas, parce que tu vas pas plaire à tout le monde, mais la différence, ça peut être n'importe. La différence, ça peut être aussi de faire des prières tous les matins, d'aller à l'église, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément être excentrique, sortir des lois et des sentiers battus. Ça serait presque même une excentricité d'être clean, machin aujourd'hui, tu vois, dans tout ce qu'il y a. Et pour finir, en dernière question, j'aimerais avoir ton avis sur la question de la popularité des rebelles. J'ai l'impression qu'on vit des rebelles. Surtout qu'on vit une époque où plus on est anti-système, plus on est populaire aujourd'hui. C'est même pas franchement rebelle. Non, mais en rebelle, tu mets ça sur le mot que tu veux, mais j'ai l'impression que plus on est anti-système, plus on est à part aujourd'hui, plus on est populaire. C'est de tout temps. De tout temps, tu penses? C'est de tout temps. Robin des Bois, Zorro. C'est pas moi qui les ai inventés. Les héros, c'est des mecs qui sont pas dans la norme. Robin des Bois. Ah, je me bats contre le Seigneur. Moi, c'est plus complexe que ça. C'est pas aussi manichéen que ça. C'est pas on va enlever l'autorité. Non, on va essayer d'arranger ça mieux. C'est pas on va. Tu veux pas tout renverser? Ça dépend. Comme je te disais avant qu'on rentre, si jamais ce système ne marche pas, ce que je veux faire, et qu'on n'arrive pas à améliorer un peu, faut descendre dans la rue. Mais comme je te l'ai dit, descendre dans la rue, c'est bien, mais faut pas remonter. Moi, quand je vois les manifs, ça ne m'intéresse pas. Descendre dans la rue, remonte, regarder The Voice à la maison, c'est bon. Tu descends dans la rue et tu restes. Tant que t'as pas obtenu ce que tu veux, tu restes dans la rue. Et je te disais qu'avec des amis, j'ai eu une idée il y a quelque temps, qui serait la révolte des trottoirs si notre truc ne marche pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller paralyser les routes et faire chier tout le monde autour et casser des vitrines, on s'assoit sur les trottoirs et sur les places. Voilà. Ce qui serait notre place, comme l'État est un macro qui nous prend pour des putes, c'est un juste retour des choses. Mais ça serait peut-être pas mal, tu sais. Oui, je l'ai pas inventé. Au lieu de... Mais par contre, on reste. On reste jusqu'à ce que ça change. Et à mon avis, malheureusement, je crains que ça soit ça, à part que j'ai peur que ça se limite pas à s'asseoir sur des trottoirs, quoi, que ça devienne violent. Parce que dans leur numéro, là-haut, ils sont pas conscients que ça suffit vraiment. Que des centaines de gens autour de moi se sont armés au cas où. Tu peux aller vérifier, ils le savent. Et le cas où, c'est quoi? Le cas où, c'est au cas où à un moment ça va déborder, ça peut partir sur une agression, sur rien, dans une banlieue, c'est un roman de science-fiction. Dans une banlieue, t'as un flic qui pète un câble, qui se met à tirer dans le tas et qui tue un enfant, une femme. C'est parti, c'est fini, ça pète, tout pète. Comme ce qu'il y a avec Naël. Tout pète, je veux dire, ouais, mais non, mais encore Naël, c'est des innocents, voilà. Et là, tout pète. Ou quelqu'un qui est à bout, il y a de plus en plus de gens à bout qui tiennent plus le coup. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un relatif changement. Qu'on commence à plus prendre ces gens pour des mecs qui ne servent qu'à payer. Parce que ça monte de plus en plus, ces taxes, les machins et tout. Vous vous rendez pas compte, mais ça monte. Moi, j'ai voulu construire tout mon cabaret. Putain, ça va que j'ai un peu d'avance, mais comment ils font, les gens? C'est pas possible. Mes copains, ils veulent aller voir un toubib, un ophtalmo, c'est 6 mois, un machin, c'est 3 mois. J'ai un cancer, oui, mais appelez-nous dans 3 mois. Ça n'existait pas avant ça. Donc, il y a une espèce de... où le politique a... En plus, c'est normal. Ces gens sont médiocres.
le niveau a excessivement baissé. Les vrais compétents pour diriger le pays, ils font pas de politique, ils sont dans le privé. Ils touchent de la thune dans le privé, ils n'ont pas le risque, ils peuvent vivre la vie sexuelle qu'ils veulent, on va pas les emmerder. Ce qui fait que tous ces gens-là se sont retirés de la politique, et ceux qui sont arrivés, n'importe qui, demain le RN ou les Insoumis, on le vend en poupe, n'importe quel mec peut dire, moi je me présente, il va être élu. Les mecs que je vois, des soi-disant... moi j'ai croisé des hommes politiques dans mes galas, il y a un député qui est venu me voir la dernière fois, je croyais que c'était le serveur qui m'apportait le café. Oui, mais est-ce que ça va pas contre ton idée de justement n'importe quel Français serait légitime pour être député? Non. Il faut des dirigeants compétents. Il s'agit pas d'amener tous les jeux. Il s'agit pas de mettre le carrossier ministre de l'Industrie. Il n'est pas capable. Par contre, il peut avoir une idée qui va donner au mec qui est compétent, qui a la culture nécessaire, qui a l'assise nécessaire. Il y en a des politiques qui ont ce sens des responsabilités. C'est vachement dur à gérer tout ça. Le carrossier ne pourra pas être... Enfin, il peut, mais... C'est très dur et c'est peu probable. C'est très dur de devenir ministre. Comme moi, j'ai aucune vocation, j'ai ma sincérité pour moi. Le président de la République, t'imagines, c'est tout ce qu'il faut. Non, c'est pas possible. Donc, faut être très simple. Par contre, tu peux participer à ça. Tu peux amener ton idée. Et si on s'entend bien entre les idées du peuple et les mecs compétents ou qui sont capables de les appliquer, c'est tout. Mais il faut que les gens l'appliquent sans tenir compte de leur parti, de leur machin, et moi je suis à droite. Dans les gens qui ont voté la censure, là, à gauche, il y en a qui voulaient pas la voter. Mais on leur a dit qu'il fallait faire ça. Enfin, non, ils l'ont pas voté, justement. On leur a dit qu'il fallait faire ça, ils ont obéi. C'est ça qui tient plus. Il y a plein d'élus qui ont une vraie conscience de l'intérêt général, et ceux-là, il faut moi je les invite à nous suivre. Hein. C'est-à-dire, voilà, on a envie d'être du côté des gens. Parce que si quand j'amène mes propositions aux deux candidats qui vont rester à l'élection, ils me disent d'aller me faire foutre, ça veut dire qu'ils en ont rien à foutre de ce qu'ont envie d'avoir les gens. Je me dis que c'est très jouable, notre histoire. Et c'est pas pour moi, j'ai juste envie de continuer à faire mon cabaret et d'aller chanter la quéquette à Raoul. Donc c'est ça aussi qui intéresse les gens, c'est qu'ils voient bien que je fais ça pas pour moi. Je suis pas obligé, j'en ai pas besoin, mais j'ai envie d'améliorer la vie des gens qui m'entourent. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Sébastien. Merci à vous. Donc on pourra continuer à faire ces émissions. Toujours en toute liberté ici, évidemment. Sans les chars qui défilent dans la rue, ça sera déjà ça. Même s'il y a les chars qui défilent dans la rue, je peux te confirmer qu'on continuera de les faire quand même. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est pas déjà fait, lâche un petit abonnement et un petit like pour la vidéo. C'est la meilleure manière de récompenser le travail de toute notre équipe et le mien. Merci beaucoup de nous suivre. Et on se retrouve bientôt pour d'autres émissions de débat et d'interviews sur Le Crayon.